Pierre Parcet, bonjour. Alors, tu es photographe, des fois que tu t'en souviennes pas, et que les gens aussi ne t'en souviennent pas. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Polille, avec Jean Casagran. Il y avait même Catherine qui traînait dans le coin, pas Philippe, Catherine, Catherine, ta fille. Et tu faisais une expo, en fait, c'était une demi-expo à toi, puisque c'était ton grand-père Léon qui avait photographié la vigne du côté de Banyuls, et tu repassais sur le chemin de Léon pour justement voir ce que c'était devenu. Exact. Qu'est-ce Alors, que tu confirmes? il y avait plus, oui, je confirme. Ah, parce que... Il y avait plus de photos de mon grand-père que des vues actuelles. C'était un hommage à son travail. Voilà. Voilà, parce que Donc, comme on c'est lui dit... qui m'a encouragé à faire ce métier et je trouvais que j'ai des archives, j'ai ces archives avec beaucoup de belles photos. J'avais vraiment plaisir à montrer ce travail. Et puis alors, à terminer un peu son travail de prise de vue, parce que dans cette exposition à Poli, j'étais son tireur, comme on disait avant. Tu sais, les photographes, ils travaillaient toujours en partenariat avec au labo, enfin je parle pour le noir et blanc, hein. Il y avait un tireur avec lequel ils étaient en affinité, et ce tireur, il comprenait bien un peu la philosophie de ce... Et alors... Et le tireur, il était vraiment au service du travail en amont réalisé par l'auteur, quoi. Et c'est comme ça qu'il y a il y a des très beaux textes qu'on connaît moins maintenant sur le rôle des tireurs, enfin, au labo, c'était... Il y avait des tireurs d'élite, on peut le dire. Ouais, mais j'ai un très beau texte là-dessus, d'ailleurs, que je garde en archive, des citations d'Henri Cartier-Bresson, de très belles choses. Alors, donc, du coup, là, on est au Château Royal de Collioure, à Collioure, pour ceux qui n'auraient pas compris que quand on dit Château Royal de Collioure, c'est sûrement que ça se trouve là où on dit que ça est. On a, par bonheur, l'expo dont on vient de parler, qui est aussi présente là. On va pas en reparler parce qu'on avait déjà fait une interview. On a sur 2 étages, en 2 fois 4 salles, soit 8. Il y a 8 salles qui sont de taille un petit peu différente, mais qui permettent une progression et dans le temps et dans les procédés. Donc tu nous offres un parcours de ton œuvre dans le temps et par thématique. Oui, j'ai mis des photos qui commencent quand j'ai commencé à faire ces photos, mais en respectant, c'est intéressant, enfin sans tomber non plus dans un système de dépendance quand quelquefois ça ne marcherait pas, mais j'ai utilisé la chronologie parce qu'elle est intéressante, parce qu'on comprend comment quelqu'un a progressé dans son travail. En même temps, je mets on pourrait dire des notes explicatives pour si je puis dire, expliquer un peu ce qu'est, si je puis me permettre cette expression, grammaire photographique. Parce que je trouve que beaucoup de personnes viennent visiter le château de Collioure, et que c'est vraiment un lieu qui se prête bien justement à expliquer ce qu'est ce langage photographique. Puis il y a tellement de personnes aujourd'hui qui se passionnent pour le procédé, parce que photographiquement, aujourd'hui, presque tout le monde utilise soit que ce soit le téléphone ou le petit appareil numérique. Chez beaucoup de personnes, il y a une intuition que derrière ces images faciles se cache une certaine grammaire. Il faut expliquer ça. Évidemment, appartenant à une génération qui a commencé à photographier avec une chambre en bois, et puis après, progressivement... Tu commences à quelle époque? Eh ben, moi, quand j'ai fait Vaugirard, cette école à Paris, Vaugirard, on faisait des reproductions avec des chambres, elles s'appellent Gilles Faller, c'est des chambres en bois de format 13-18. D'accord, donc quelle époque? Alors tu après, nous donneras une année, tu veux ça, je crois que c'est 60... attends, peut-être 12, je ne sais plus, j'ai peut-être dire des bêtises, mais je me souviens pas. J'avais pas un an, j'étais pas né comme le poisson, je mettrais un an plus tard. Ça doit être par là, parce que j'ai pas la mémoire des chiffres. Donc dans les années 60, on travaillait encore avec des chambres en bois. Alors, donc dans les années, je dirais 70, ou je sais plus,
Je me souviens qu'on avait un prof qui disait, bon, vous faites vos photos à la chambre, et puis après, la chambre, vous la mettez de côté, vous continuez, dans le cadre d'une commande, et vous continuez vos prises de vue avec c'était le Rolleiflex, le 6.6, et puis quand vous livrerez les photos, vous verrez, la plupart des clients, ils seront très contents aussi des photos faites en 6.6. Il y avait des chambres, la chambre en bois, c'est pourquoi? C'est parce que là-bas, c'était aussi pour une école, c'était un outil très contraignant, c'est une façon d'apprendre. Mais depuis longtemps, il existait des chambres en métal. Hein. Ah, d'accord. Les chambres en métal, tout le monde utilisait ça depuis longtemps. Moi, je dis chambre en bois. Pourquoi? C'est parce que j'avais pas les moyens au départ de m'acheter une chambre moderne en métal. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été acheter les mêmes qu'il y avait à l'école, une Gilles Faller en bois, d'occasion, parce que ça coûtait pas cher. Et j'ai commencé à photographier avec ma chambre en bois 13-18. Et j'étais très heureux avec ça. J'ai fait plein de photos. Il y a un portrait, ah non, ça du tout. Il y a un portrait qui est fait avec ça, et c'est très intéressant parce que l'avantage qu'il y a, enfin l'avantage, l'inconvénient, c'est que évidemment il faut faire des poses un petit peu longues. Oui, il faut impressionner, si je puis dire. Si tu veux, par On la impressionne durée. les plaques. Et donc il y a une concentration extrême. Et dans le cas de portrait, par exemple, ça introduit une notion assez différente de la. Enfin, c'est tout à fait à l'opposé des vues très très spontanées, mais il y a une réelle intensité, ça c'est intéressant. Et du coup, on compose, comme on compose une peinture, on compose une photo. On porte beaucoup plus attention à la construction. Et par exemple, dans le cas du portrait, un portrait fait avec une chambre, alors j'en fais maintenant encore avec une chambre 20-25, parce que maintenant forcément le matériel d'occasion, enfin il y a eu une période où on pouvait trouver du matériel argentique à des bons prix. Je rêvais d'avoir une 20-25, parce que, bon, après, dans le cadre de mon activité professionnelle, j'ai travaillé avec des chambres, c'était 4-5 inches, c'est 10-12, mais en métal, bon, voilà. Mais ça m'intéressait de travailler avec une chambre de plus grand format, 20-25. Pourquoi? Parce qu'en argentique, quand tu fais un contact de ton film directement sur le papier, il y a un rendu avec une extrême douceur, c'est très très beau ça. Et donc je rêvais d'avoir une 25. Donc j'ai un jour été chercher, acheter à Paris, il y avait un photographe qui vendait son matériel, pour faire des portraits à 25. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu fais des portraits à la chambre de grand format, on a un problème avec la chambre de grand format, c'est qu'au moment où on met le châssis qui contient le film, on ne peut plus modifier la mise au point. Ça veut dire que tu dois placer ton modèle dans une lumière qui te convient, hein, qui convient par rapport au visage du modèle. Ensuite, il faut trouver un système qui fasse que la personne elle-même, puisque si tu photographies, toi tu as un réglage entre objectif et la personne, son regard, parce que forcément tu fais la mise au point sur les yeux, et donc tu mets un dispositif pour que la tête ne bouge pas. En fait, la personne, elle va s'immobiliser un peu. Il y a quelque chose un peu de l'ordre de la... Je sais pas, sculptural, si tu veux, je sais pas comment dire ça. Et aussi, parce que avec les châssis, forcément, tu fais peu de photos. Tu en fais peut-être une séance de portrait, ça va être peut-être 6 photos. Alors, tu en fais peu. Et tu as la personne face à cette grosse machine, parce qu'une chambre, particulièrement une 25, c'est très gros, la chambre est face à cette grosse machine avec cette espèce de gros œil qui la regarde. Et toi, tu es, en tant que photographe, tu attends le moment où le visage va... comment dire ça tu vois, dans cette espèce de face-à-face, il existe un moment où progressivement, le visage se débarrasse de tout ce qui pourrait exister d'artificiel. Et il y a un moment donné où tu as une grande, grande intensité. Ça se passe dans le temps. Il faut connaître la personne pour faire des photos comme ça, parce que c'est un petit peu... Ça revient à des portraits au sens ancien du terme, où tu poses au sens... Ah, tu poses. Voilà, tu poses vraiment. Ouais. Et donc, tu fais peu de photos, et chaque photo qu'on dit que tu prends, parce qu'il y a bien cette notion-là, chaque photo que tu prends, c'est vrai que oui, tu gardes quelque chose de ce regard. Il y a la notion de capture aussi. Ah ouais, et ça c'est dense. Et pas Dante. mais c'est
Il y a beaucoup d'attentes avant chaque prise de vue. Voilà, alors, il y a le côté contraignant, mais ça donne de la densité. Justement, dans les portraits modernes, avec mon téléphone, par exemple, ou les trucs actuels qui ont des moteurs, des ordinateurs qui gèrent la navigation du téléphone, parce que c'est quasiment de la navigation du téléphone, je veux dire de l'appareil photo. Est-ce qu'on n'y perd pas justement dans ce moment de capture du moment? Oui, non, c'est intéressant aussi. Je me souviens bien que quand j'ai commencé donc à photographier, il y avait un photographe, un portraitiste, il s'appelle, je crois Daniel, c'est son prénom, je crois Daniel Masclé. Il me semble bien. Daniel Masclé, je crois bien. Cet homme, il était très, si je puis dire, écouté dans les photoclubs. Les photoclubs avaient un rôle assez important à ce moment-là dans la vie photographique. Aujourd'hui, c'est plus le cas. À ce point-là, ça existe encore. Mais maintenant, il y a des tutoriels sur la photo. Je sais pas ce que c'est, Les tutoriels, c'est des cours en petites vidéos sur YouTube, Dailymotion. Et alors, c'est Daniel Masclé, qui était le photographe, le portraitiste qui travaillait donc avec des outils comme ça d'une certaine époque, avait découvert le film c'était quoi le film d'Antonioni qui s'appelait Blow Up. Ouais. Avec ce photographe de mode qui travaille de façon très très spontanée. Il avait découvert ça et je ne crois pas mentir, hein, je suis quasiment persuadé que c'était lui. Il me semble, je ne crois pas mentir, et que ça avait bouleversé un peu sa vision. On peut dire. Et je dis ça parce que tout est intéressant. Tout est intéressant. Simplement, ce qu'il y a, c'est que chaque outil avec sa grammaire. Et il faut choisir, fonction de ce qu'on souhaite, l'outil adéquat. Mais le téléphone, ça peut être un super outil aussi pour faire des portraits. C'était comment s'appelle, le réalisateur Peter Greenaway, qui avait réalisé un film, là on parle plus de photos, uniquement, c'était une commande publicitaire, uniquement avec une caméra de téléphone. Mais rappelle-toi, le célèbre film, comment il s'appelait ce film c'est Mondovino, c'est ça? Oui. Qui était fait avec du matériel très 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 léger. Oui. Alors évidemment, avec les limites techniques de ce matériel. Et ce film, il a amené une spontanéité qui a fait beaucoup s'interroger sur... quand les gens ont commencé à travailler avec des appareils petits, le Leica, 35 mm, voilà, ça a été au départ un bouleversement par la spontanéité que ça a amené. Et aujourd'hui, on peut faire du photoreportage parce que courir derrière les rafales de mitrailleuses avec une chambre en bois, difficile. Il y a eu des reportages magnifiques faits avec des chambres de grand format. On a des exemples. La guerre de Crimée. Oui, mais où t'as comment ça s'appelle? Enfin, la guerre de Crimée, je parle à l'époque de Napoléon III, hein, je m'entends pas l'actuel. Hein. Non, mais simplement, oui, aujourd'hui, on ne comprendrait pas trop. Non, comment dire? Ou t'as la guerre de sécession, qui aussi était un des premiers conflits couverts par les photographes. Ouais. La bataille de Gettysburg, notamment. C'est ce qu'il y a dans toutes ces questions des outils qu'on utilise. Il faut toujours accepter la modernité. Donc travailler avec des outils modernes qui nous apportent, qui sont effectivement la grammaire contemporaine. Mais c'est très important aussi de garder la connaissance et quelquefois la pratique des outils. Tiens, c'est exactement le débat de la musique ancienne. C'est-à-dire, c'est intéressant de continuer à jouer parfois sur des instruments anciens qui nous donnent exactement dans quel climat un compositeur avait travaillé, avait écrit cette musique-là. Mais en même temps, tu te dis, oh là là, mais un piano romantique avec ce volume-là, s'il avait eu, quand il a écrit, plutôt qu'un piano forte, un instrument pareil, il aurait foncé sur un... Voilà. Donc ne pas s'enfermer dans des systèmes, quoi. Les conditions déterminent la création. Oui. Ouais. C'est un peu la théorie des climats de Montesquieu. Alors, jusqu'à quel point... les théories, c'est toujours... Non, il y a une part de vrai, quoi. C'est important de garder... Parce que la pratique nous enseigne... C'est peut-être ça le plus important. La pratique nous enseigne une certaine culture de ce langage-là. Et donc, elle nous donne des critères de discernement quand on est devant n'importe quelle œuvre. Et c'est en ce sens. Et elle nous permet aussi de mieux comprendre parfois le travail de nos aïeux. Voilà. Sans quoi, quelquefois, on pourrait passer complètement à côté
d'un travail où, oui, mal interprété, quelle a été pas simplement la difficulté, mais enfin, ce qui était un peu l'état d'esprit dans lequel il pouvait travailler, quoi. Voilà. Alors, on va revenir à l'exposition, donc à Collioure, où nous sommes, pour ceux qui n'auraient vraiment pas écouté. Comment t'invites à un voyage? C'est une initiation à ton œuvre. Donc, comment on en ressort une fois qu'on est initié? Alors, je sais que tu es un fan de franc-maçonnerie. Ça m'a donné le goût de photographier. Voilà. Et il n'est pas un texte, il y a un texte que j'ai mis en bas, au premier dans la salle de portrait, un texte qui s'appelle un rapport sur le visage de l'éternité. D'accord. Voilà. Alors, parce que dans la photo, bien entendu, j'ai cette notion du temps qu'on arrête, cette notion un peu de ce combat qui, en même temps, dans cette vie qui passe, alors cette notion du temps, elle est dense, quoi. Mais avec l'espérance, l'espérance de la vie éternelle, donc qui ouvre sur, je disais tout à l'heure, le passage du des psaumes. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Voilà, c'est ça la question. Alors, est-ce tu penses qu'en se baladant dans l'expo, il peut y avoir des moments épiphaniques? Alors, moi, je pense que la lecture des... On a fait appel aux francs-maçons maintenant. Non, la question des photos, du langage photographique, elle est intéressante en ce sens. Le caractère universel de la photo vient du fait que les photos, les photos, je pense, souvent les plus denses, sont des photos qui illustrent des événements extrêmement ordinaires. Et donc dans lesquels tout le monde, quelle que soit sa culture, quelle que soit... les mêmes époques peuvent se retrouver. Cette dimension très universelle, c'est ce qui fait que ça touche tout le monde. Et ça peut ouvrir beaucoup de... Oui, ça peut nous mener... je pense que c'est un langage extrêmement fin et dense. Alors, même si la photo, contrairement par exemple à l'art contemporain, est accessible, est-ce qu'il n'y a pas aussi, on ne peut pas apprendre à lire une photographie? Alors ça peut... Ce qui sera l'objet d'un master, paraît-il, de photojournalisme à l'université de Perpignan. Alors c'est une grammaire, au sens, il y a des règles quant à la construction. Voilà. Bon, donc ça c'est des règles que tu vas trouver aussi en typographie, dont tu es fan aussi. Donc je suis fan par ailleurs. Mais s'ajoute à ces questions de composition la question de la photographie qui, elle, et c'est là où je pense qu'il est intéressant de continuer à photographier avec certains outils, dits argentiques. Pourquoi? C'est pas simplement la question du rendu de l'image, c'est la question que dans cette démarche, si je puis dire, ou dans cet outil argentique, la photo est un document. Parce qu'a priori, si quand tu fais un tirage à l'agrandisseur, c'est l'image par projection qui était sur le film qui va soler le papier. Donc il n'y a pas eu de retouche. Et je trouve que c'est intéressant de continuer à pratiquer aussi avec cet outil-là, parce que cet outil-là nous enseigne que la photo est lue comme un document. Après, il y a des photos publicitaires qu'on peut retoucher par ailleurs, mais quand on voit une image publicitaire, on sait bien que ce n'est pas un document. Tandis que quand on lit une image d'illustration, de reportage, on la lit comme un document. Je prends certaines images qui sont ici, c'est des images qui sont lues comme des documents. Je ne dois pas tricher. Oui. Tu vois. Donc, cette question-là, c'est là où, dans la question, se joue bien entendu la question de la composition. Là, on pourrait citer bien entendu Cartier-Bresson, toute sa réflexion sur la géométrie. Et cette question documentaire, il y a des textes aussi là-dessus. J'ai pas emmené, j'ai quelquefois des papiers avec plein de papiers de citations, mais j'ai une citation très belle comme ça il s'appelait Porter, je crois qu'il avait fait la revue, qui a été le directeur de la revue Caméra, sur cette question documentaire.
aujourd'hui, c'est très important de rappeler que une photo étant lue comme un document, les photographes n'ont pas le droit de tricher. Quand ils montrent des photos de reportage. Voilà. Ce qui n'est pas le cas, effectivement, d'une photo, une photo qui sert à vendre des produits publicitaires ou des cosmétiques. On sait que les modèles sont touchés, c'est rien de mal, quoi. Oui, Pierre Pérouse nous le dirait. Pierre Pérouse Donc, 1, 2, 3, il n'y a pas que ça désormais. Voilà. Du 3D clic. Le 3D clic, ça a remplacé 3D clic. Voilà. Donc, avant de conclure pas cet entremets, parce que c'est pas encore le dessert, cette entrevue, cet entretien, comme dirait ma femme de ménage, qu'est-ce qu'on doit dire de cette expo et peut-être du lieu, de l'écrin qui met en valeur ton travail? Pourquoi c'est bien cet endroit particulièrement? Bon, parce qu'il y a plein de touristes à Collioure en été. Le lieu, alors le fait que ce soit 8 salles de dimension, comment on pourrait dire, qui entretiennent l'intimité du langage photographique, permet de séparer un peu les thèmes, de permettre une progression, de rester dans des formats qui sont somme toute de dimension assez modeste, hein, c'est beaucoup des 30-40, des 40-50. Ce qui est intéressant parce que je trouve que le format photographique gagne à ce qu'on soit obligé de s'approcher du tirage. Ça maintient une certaine intimité. Et le lieu, dans son approche par tout le château de Collioure, est très plaisant. Ça peut arriver parfois qu'il y ait un grand décalage entre l'espace intérieur et puis. Mais là, le lieu, alors il y a une progression, on monte, tu as vu, on monte beaucoup il y a c'est aussi un peu comme c'est un peu un appartement, si tu veux. Oui, voilà. Ça donne pas sur la rue directement. Voilà. Et puis tu rentres dans un château quand même, quoi. C'est pas mal. Oui, puis on en a fait des tours avant de débouler, quoi. Alors j'avais pensé, parce que quand même en 2013, la ville de Perpignan m'avait permis d'exposer dans ce lieu qui est très beau, qui est la chapelle des Minimes. C'était une chapelle. Couvent des Minimes. Ouais. Enfin, c'est la chapelle du couvent. Voilà. La chapelle du couvent des Minimes. Donc Jean Casagrand, qui était le commissaire d'exposition. Ouais. Alors c'était ils m'ont ouvert les portes d'un lieu qui était très beau. Aujourd'hui, c'est un château. Hier, c'était à Poly, c'était un très beau lieu aussi. Voilà, mais Poly, c'était plus ramassé. C'était un lieu aussi qui comptait. T'es pas en extension. Et oui, puis qui comptait aussi pour l'histoire de la famille, parce que notre arrière-grand-père, c'était une usine. Beaucoup de gens de Bayous ont travaillé à Poly. Donc l'usine de dynamite Lebel. Voilà, et notre arrière-grand-père a travaillé dans cette dynamiterie, comme on dit. Voilà, donc il y avait pas mal de choses qui nous. C'était une espèce de mise en abîme en fait. Je sais pas comment il faut dire, je trouve que c'était ou une Madeleine, t'es plus mise en abîme ou Madeleine comme tu veux. Donc la chapelle du couvent des Minimes, maintenant un château, alors après rendez-vous dans... la barre plus haute. Je sais pas, rendez-vous dans... dans un bateau peut-être. Une expo dans un bateau. Les lieux, alors le problème des lieux, pour la photo, sur ces formats-là, hein, parce que moi je fais pas des très 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 grands formats, des choses comme ça, parce que bon, c'est mon école. T'es un photographe de l'intimité. C'est pas... T'es pas là pour montrer des charges de cavalerie, des fêtes énormes... Moi, je pense que bon. Sur le chemin, on a croisé entre guillemets la main de ta femme sur une 2 chevaux. Voilà, et tu admirais ça comme la figure de la Vierge, si tu veux. Non, mais c'est une époque de.
oui, on est héritier de ce qu'a été ce que nous ont enseigné oui, qu'on dit prédécesseurs. Oui. Et puis on poursuit ce travail. Enfin, c'est notre noble tâche si on a décidé de l'accomplir. Alors on continue, et puis on essaye de montrer ce qui est beau autour de nous, en fonction de notre caractère et de ce qu'on a reçu, on essaye de faire au mieux, voilà. Et effectivement, c'est cette façon de faire, bon, qui est un peu une façon de faire un peu charnière, quoi, entre une époque qui était... Oui, tu as commencé à la chambre en bois dans les années 70. Et puis je continue maintenant avec un tout petit appareil numérique par ailleurs, en même temps que la chambre 25, tout ça, parce que je trouve que tout est intéressant, mais je trouve que le format... Mais attends, je te dis ça, mais peut-être que si j'ai l'occasion de faire des agrandissements de 4x3, je le ferai, si je trouve quelque chose qui marche là-dessus, je ne m'interdis pas de... Bon, pour l'instant, c'est comme ça. Donc le lieu, il s'y prête vraiment, vraiment, vraiment bien. Et ils m'ont fait un beau cadeau au Conseil général de me mettre à disposition ce lieu. Voilà. Pierre Parcé, merci.